qu'on va faire aujourd'hui? Par quoi on va commencer? Quel secret et quelle recette vous allez nous donner? Donc en fait, le macaron Mogador, c'est un macaron au chocolat au lait et fruits de la passion que Pierre Hermé a créé dans les années 90, à l'époque où il était encore chef pâtissier chez Fauchon. Aujourd'hui, c'est notre deuxième meilleure vente. Enfin, on a le macaron Ispahan que je vous ai fait l'année dernière et cette année, on en va faire le Mogador. Donc du coup, on va faire le biscuit macaron et la ganache chocolat au lait fruits de la passion. Donc la particularité de notre du macaron, c'est qu'on a une couverture chocolat au lait beaucoup plus chocolaté qu'on trouve dans le commerce ou même chez certains de nos confrères, parce que c'est un chocolat lait qui est à 45% de cacao, alors que généralement on est plutôt dans les 36-38%. Donc on a un chocolat qui est beaucoup plus intense que le chocolat au lait standard. Et du coup, après, on a dans la sélection aussi des matières premières, on a un fruit de la passion, une purée de fruits de la passion qui est beaucoup plus acide pour venir contrebalancer avec le sucré du chocolat au lait en fait. Donc, Alors par quoi on commence? C'est quoi donc, la première étape? donc la première étape, c'est qu'on va lancer le sirop de sucre. Donc, Super. je vais- hop. Donc on va mettre dans la casserole l'eau. On commence par l'eau, le sucre. Alors, quelles sont les quantités Donc, je savais que vous alliez me qu'est-ce qu'il poser faut la faire? question. Ah, Donc, vous avez tous les détails. on a 500 grammes de sucre et 125 grammes d'eau. Très bien. Si vous avez des questions au cours de la recette, vous levez la main, n'hésitez pas. Ah, notre chère Mercotte a une question. Oui, tout à fait, c'est une meringue italienne. Mais je commence Mercotte. Donc j'ai testé tout à l'heure l'induction, elle marchait, donc on est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a mis dans la casserole du coup? Donc l'eau et le sucre. L'eau Donc et le sucre. on commence par l'eau pour pas parce que si on commence par le sucre va accrocher et va cramer le fond de la casserole. Donc on met l'eau comme ça se mélange. Si vous pouvez le filmer comme ça, vous pourrez. J'espère que vous avez pris vos petits carnets, vos petits stylos, hein. Après, vous retrouvez les recettes sur le site internet de la maison. On a des livres aussi. Je ne suis pas venu avec, mais on vend des livres chez Pierre Hermé avec les recettes qui sont les recettes identiques de ce qu'on fait en production. Donc il n'y a pas de, il n'y a pas de coup de Trafalgar. Là, vous avez les secrets en direct. Mm. Alors, donc là, on va cuire le sucre on va couper la cuisson du sucre à 118 parce que ça continue à monter dans la casserole et on va le verser sur les blancs d'œufs. On va lancer les blancs d'œufs à 115 degrés à peu près. Une fois que le sucre est à 115, on va mettre les blancs d'œufs à tourner dans le batteur. Et là, ça part pas. Ça va arriver. Voilà, je pense que... Donc en parallèle, on va commencer à faire la ganache chocolat au lait, fruits de la passion. Donc, hop. Tac. Alors, pour la ganache, donc vous commencez par quoi? Donc on va mettre l'eau, le fruit de la passion. Donc on a la recette ici. Donc il y a 50 grammes d'eau, 376 grammes de fruits de la passion. Donc on va faire chauffer ça à 85 degrés, 90 degrés. Il ne faut pas trop faire bouillir parce que si on fait bouillir la purée, en fait on perd un petit peu en intensité de la purée de la fruit de la passion. L'eau c'est pour équilibrer un petit peu parce que il faut du liquide, mais si, les 50 grammes d'eau, si on avait mis la passion, c'était un peu trop fort en fruit de la passion. Donc c'est pour ça. Ouais, ça c'est peut-être. Tu peux aller chercher la petite induction. Parce que... Alors, vous, ça fait 20 ans que vous êtes donc dans la maison Pierre Hermé. C'est ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire après 20 ans d'expérience? Qu'est-ce que C'est- vous avez appris? Où est-ce que vous en êtes maintenant, 20 ans après? Si j'y suis encore, c'est que la maison, c'est que je m'y plais. Bah, hum, Pierre Hermé, pour certains, Mercotte le connaît bien, c'est quelqu'un qui est assez réservé, assez timide, mais c'est quelqu'un qui partage énormément derrière sa carapace qu'il a de deux fois qu'on ne puisse pas l'approcher. Enfin, une fois qu'on arrive à rentrer un peu dans son cercle et d'arriver à comprendre comment il fonctionne. Enfin, c'est quelqu'un de très généreux qui partage énormément. Enfin, moi, j'ai la chance depuis 20 ans, mais même déjà dans les premières années, le feeling a plutôt bien marché tout de suite. Donc, on se fait extrêmement confiance l'un envers l'autre. Donc,
Ah, c'est bon, là c'est parti. Voilà, enfin, moi je dis toujours à mes pâtissiers, parce que mon travail aujourd'hui c'est plus de faire des gâteaux, hein. Je disais tout à l'heure aux équipes de Maxime Frédéric, les seuls gâteaux que je fais, je pense que c'est ici, ou à l'île Maurice, je fais une autre masterclass à l'île Maurice. Non, c'est encadrer les équipes, c'est le recrutement, c'est de la gestion humaine, et on a quand même la chance de travailler dans une maison où aujourd'hui, dans le choix des matières premières, le prix passe après. C'est-à-dire que je m'occupe aussi de tous les achats matières premières de la maison. Donc du coup, la priorité, c'est la qualité de la matière première. Et après, on parle de prix. On ne regarde pas combien ça coûte pour savoir si on achète ou pas, en fait. Donc ça, c'est quand même pour des pâtissiers de pouvoir travailler de l'ultra qualité. Enfin, c'est quand même super au quotidien. Et puis, Monsieur Hermé, c'est quelqu'un de très pointilleux, de très exigeant. Tous les jours, il demande des photos des gâteaux qui partent du laboratoire vers les boutiques et il corrige à distance. Il goûte. Là, on a une nouvelle collection qui a commencé hier. Il s'est fait livrer tous les gâteaux avec ses équipes de la création. Ils ont goûté tous les produits pour voir si ça correspondait à ce qu'eux avaient développé en R&D. Donc il y a eu des petits ajustements à faire. Donc du coup, l'équipe R&D fait des points avec l'équipe de production, enfin les chefs de poste, et ils ajustent au fil de l'eau. Mais c'est quelqu'un qui est très accessible, mais qui est très exigeant en fait. Mais dans tout, c'est-à-dire que dans les valeurs de la maison, il y a l'attention portée aux détails, et c'est vraiment quelque chose qui est très très important pour la maison. Et c'est ce qui fait l'excellence de la maison. C'est ça, tout à fait. Bon, celui-là ne marche pas. Désolé. Mais pour le prochain, ça marchera. Non, il y en a une qui ne marche pas. Mais c'est bon. Donc là, je verse le blanc d'œuf dans le batteur. Donc il y a, si je ne dis pas de bêtises, il doit y avoir 185 grammes de blanc d'œuf. Donc en fait, les blancs d'œufs, il y a deux parties. Enfin, il y a 2 fois 180 grammes de blanc. Il y en a une qui va être mélangée dans le temps pour temps. Donc le temps pour temps, c'est moitié poudre d'amande, moitié sucre glace. Et il y a un petit peu d'amidon. Généralement, quand vous l'achetez en grande surface, l'amidon est déjà dans le sucre glace. Il ne faut pas que le sucre glace coagule et fasse des blocs, parce que le sucre glace pur, ça ferait des morceaux de sucre glace. Donc là, il y a toujours entre 2 et 4% d'amidon suivant les fabricants. Donc on va mélanger notre temps pour temps avec une partie du blanc d'œuf. On va aussi y rajouter nos colorants. Et après, on mélangera notre meringue italienne une fois qu'elle aura baissé, enfin elle aura refroidi environ 45-50 degrés. C'est très joli, mais si ça marche, mais c'est... On va y arriver, vous inquiétez pas. Bien sûr. Posez-moi des questions. Alors, votre parcours, racontez-nous votre parcours. Comment vous avez atterri Alors moi, dans la maison Pierre Hermé? J'ai fait un apprentissage dans le sud-ouest chez une maison qui s'appelait Mendion, enfin qui était dans les années 80 une maison qui faisait partie de l'association des relais desserts, qui Monsieur Mendion fait partie des fondateurs de l'association des relais desserts. Et il était ami de Monsieur Hermé, donc il connaissait Monsieur Hermé, donc mon chef de l'époque lui avait parlé de moi en lui disant tiens, on a un petit jeune là qui est plutôt pas mal, tu pourrais peut-être en faire quelque chose. Donc un jour je suis rentré à la maison et la chef exécutive Colette Pétrement, qui avait travaillé avec Pierre Hermé depuis l'époque Fauchon, donc avec une trentaine d'années, elle a travaillé 30 ans avec Pierre Hermé, m'a appelé en me disant faudrait que tu viennes, on a un poste pour toi. Donc je suis monté à Paris, je n'étais jamais venu à Paris parce que je suis originaire du Pays Basque. Et puis voilà, ils m'ont embauché, un mois après j'y étais. Mais je ne savais pas pourquoi j'y allais. J'y allais parce que mon chef m'avait dit qu'il fallait que j'y aille. Donc voilà, puis ça fait 20 ans. Donc, Comme quoi, concours de circonstances. Ouais, c'est... en fait, ce que j'essaye de dire à mes enfants, parce que j'en ai un qui est pâtissier aussi, enfin qui est en bac pro pâtisserie sur le lycée Hôtel Biarritz. Et en fait, la vie, elle est faite de rencontres et il faut saisir les opportunités. Donc bon, voilà, c'est ce que j'ai fait. Vous l'avez bien saisi. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et aujourd'hui, comment vous transmettez cette signature Pierre Hermé à vos équipes?
Bah, déjà dans le partage, parce que ce qui est très important, c'est de partager, de savoir partager. Et puis après, dans le respect des règles, parce qu'on est quand même dans un métier où, enfin, en tout cas, la pâtisserie, c'est très codifié. Il y a un poids et il faut respecter le poids parce qu'à 1 degré près ou à 100, enfin, 10 grammes, 20 grammes de différence, ça change beaucoup de choses dans la recette. Merci. Tac, tac, tac. Et ben, on fait en fait, dans la maison, on fait aussi beaucoup de choses pour les équipes en termes de formation. Donc, on fait des dégustations à chaque lancement de gamme. On fait une dégustation des nouveaux produits. Donc, on fait ça pour tous les vendeurs et comme pour tous les pâtissiers, en expliquant. Il y a une responsable formation, c'est une équipe de 3 personnes qui font des points avec Pierre Hermé pour expliquer pourquoi Pierre Hermé a développé ce gâteau-là, pourquoi cette association de saveurs, où est-ce qu'il a trouvé ça, où il a trouvé l'inspiration. Bon, ça va commencer à... On essaye de faire fonctionner les petites plaques. On fait en même temps. Allez-y, faites. Et alors, comment un macaron, un gâteau, une pâtisserie devient intemporel, comme le macaron Mogador? Surtout que voilà, il a été créé dans les années quand même 90. Bah, je pense que c'est vous, enfin c'est les clients qui le rendent intemporel. C'est-à-dire que on a des fois des associations de saveurs qui décollent pas et pourtant parce que les personnes comprennent pas pourquoi Pierre Hermé a créé ça. Donc ça marche très bien en termes de dégustation, mais ça développe pas. Donc je saurais pas dire. Mercotte, tu sais pourquoi? Ah, bravo. Ah, elle est pire que les jeunes. On disait comment ça se fait qu'une pâtisserie devient intemporelle comme ça, comme le macaron Magador qui a été créé dans les années 90. Ça clignote et ça s'arrête. Ah, c'est bon. Oui, moi quand je suis arrivé il y a 20 ans, on m'a dit, enfin des gens de l'extérieur nous disaient, bah, le macaron ça va s'arrêter et 20 ans après ça continue. Aujourd'hui on vend, enfin on fait 100 000 on fabrique, enfin mes équipes de production fabriquent 100 000 macarons par jour qu'on expédie dans une vingtaine de pays. À la fin de l'année on aura 104 boutiques dans le monde et tous les macarons sont fabriqués en Alsace. Enfin notre site de production il est en Alsace, donc tous les macarons Pierre Hermé que vous mangerez dans le monde entier viennent de France, donc avec des matières premières, avec une crème qui vient de chez Alsace-Lait, parce que Pierre Hermé est alsacien, donc du coup, il est attaché à ses racines et il y tient. Comme je le disais, il n'y a pas d'enjeu, enfin, bien sûr qu'il y a un enjeu, le groupe c'est un peu plus de 650 employés, donc il y a quand même un enjeu de business, de rentabilité, mais on préfère vendre un produit plus cher mais le vendre avec la bonne qualité de matière première, plutôt que de tricher sur la qualité et pour rester sur le prix du marché. Donc, en fait, quand on fait beaucoup d'études clients, nos clients, ils viennent chez nous, ils nous font confiance sur ce qu'on leur vend. Donc, on se doit d'être irréprochable sur ce qu'on y met dedans. Et je pense qu'aujourd'hui, même les gens préfèrent acheter une pâtisserie plus chère mais très bonne à la dégustation Exactement. que l'inverse. Alors, T'en petit manges sondage. moins souvent, mais tu manges bon. C'est tellement important. On a donné un micro à Mercotte, c'est super, comme ça elle va pouvoir parler avec nous tout au long de la masterclass. Donc là, je rajoute la trimoline. La trimoline, c'est un sucre inverti dans le chocolat. Et on va faire la ganache en attendant que le sucre... Ok. Et ça sert à quoi de rajouter ça? Ça va amener de la texture aussi dans la ganache, amener de l'onctuosité, parce qu'il y a certains sucres qui ont des caractéristiques assez différentes du sucre qu'on connaît, le sucre de betterave. Ça va amener un peu d'élasticité sur la ganache. Vous allez voir après quand je vais la pocher, vous allez voir qu'on a une ganache un peu élastique. Alors là, on verse donc notre... Donc là, je vais verser le fruit de la passion en 2 fois. C'est une purée de... C'est une purée de fruits de la passion, tout à fait. Et ça, enfin, comme je le disais encore une fois tout à l'heure, enfin, je vais beaucoup me répéter, mais Pierre Hermé goûte régulièrement les matières, enfin, on lui fait goûter régulièrement les matières premières. Et à part le chocolat où on est essentiellement avec Valrhona, on travaille avec les purées avec tous les fournisseurs de purée de fruits. Donc on travaille avec Pontier, avec Boiron, avec Capfruit. On sélectionne en fonction de la qualité de ce que les fournisseurs font.
Donc là, on mélange bien. Donc là, on voit que le chocolat commence à Commence à fondre. fondre. Très bien. Je surveille mon sucre en même temps. Oui. Alors, petit sondage dans le public. Qui a l'habitude de pâtisser ici, à la main levée? Qu'on sache un petit peu. Ouais, ça va. Qui a déjà fait des macarons, du coup? Ah, quelques mains, ça va. Comment? Est-ce qu'on a atteint la température idéale pour le sucre? Pas encore. Pas encore. D'accord. Donc on continue de mélanger notre chocolat avec notre purée de fruits de la passion, et notre trimoline. Et alors, dans ce macaron, comment on trouve justement cet équilibre entre le sucre, l'acidité ça c'est, pour le coup, c'est vraiment Pierre Hermé qui s'occupe de toute la partie R&D, mais il y a les équipes, enfin ces équipes au niveau de la R&D. En fait, ce qui est difficile pour les personnes qui connaissent pas Pierre Hermé, qui travaillent pas lui au quotidien. Donc moi, je le connais sur un aspect. Enfin, je connais son exigence, je sais ce qu'il recherche dans certaines associations, mais ces équipes de R&D, parce que Pierre Hermé, il a dans la tête son idée. Donc en fait, il faut vraiment apprendre à le connaître pour comprendre que quand il dit qu'il veut que ce soit pas trop sucré, bah, ça soit ici et pas ici ou pas ici. Donc Monsieur Hermé, il nous écrit toujours une recette manuscrite avec la date. Et en fonction des essais, Yann Evano, qui est le responsable recherche et développement, qui est avec lui depuis 13 ans, enfin, alors il est dans la maison depuis 13 ans, mais ça fait 8 ans qu'il est en R&D. En fait, lui-même se permet de faire un petit ajustement avant la dégustation, parce qu'il sait que la première recette que Pierre Hermé lui avait donnée va être trop sucrée. Là, vous voyez, je suis à 115, donc je vais lancer mes blancs d'œufs. Je vais ralentir un peu la cuisson. Donc il sait que ça va être trop sucré en fonction de ce que lui il a dans l'idée, en fait. Donc, et après, c'est Pierre Hermé, c'est un génie de la saveur, en fait. Donc c'est vraiment lui, il a un palais hors du commun. C'est-à-dire que des fois, il arrive à détecter quelque chose que nous, on sent pas, en fait. Donc ça, c'est vraiment sa partie à lui. Et après, il y a aussi une petite partie de croyance. C'est-à-dire qu'il y a certains produits, si on arrive à embarquer les équipes, on arrive à embarquer les équipes avec. Bah, nous, on arrive en production à produire le gâteau tel que lui, il l'avait décidé, imaginé. Et après, c'est aussi au vendeur de gérer toute la partie vente, communication avec le client, pour expliquer au client ce que Pierre Hermé recherchait, pour que la personne, quand elle déguste le macaron ou le gâteau, retrouve ce que Pierre Hermé a voulu créer, en fait. Donc ça, on voit que suivant certains gâteaux, la croyance du vendeur fait que le gâteau, on va arriver à le vendre ou on n'arrive pas à le vendre. L'Ispahan, il l'avait créé chez Fauchon, il s'appelait le Paradis. C'était un entremets qui était fait un peu différemment que celui d'aujourd'hui, enfin, comment on le fait aujourd'hui. Et il ne fonctionnait pas. Donc là, on est à 118 et je vais verser. Vous pouvez vous approcher. Donc on a mis nos blancs à monter un petit peu, c'est ça? Voilà. Donc là, il commence à être mousseux et je vais faire couler mon sucre sur le bord de la cuve. J'ai baissé un petit peu le fouet parce que sinon le sucre se colle au fouet et on met partout sur la cuve et on perd une partie du sucre pour la meringue italienne. Et ensuite, on laisse battre combien de temps? Il faut que ça redescende à peu près jusqu'à 50 degrés. La meringue, elle est très importante là, dans la préparation du macaron, notamment pour la coque. Oui, tout à fait. En fait, ça permet d'avoir une coque qui est croustillante à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur. Et il y a des personnes qui font des macarons avec une meringue française, mais en fait, on a une coque qui reste sèche à l'intérieur, contrairement avec la meringue italienne, on va avoir un résultat plus moelleux à l'intérieur. Parce que justement, quand on fait des macarons, c'est toujours ça le problème. Soit on a des macarons un peu craquelés, soit ils sont... Après, vous allez voir, on va les pocher, mais après, il y a aussi le temps. En fait, ce
ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en fait, il faut les laisser reposer avant de les cuire. C'est-à-dire que là, on va mélanger le temps pour temps avec la meringue, on va les pocher, et en fait, on va les laisser ce qu'on appelle croûter. Donc, on les laisse. Après, ça dépend à la maison si c'est humide, pas humide, mais il faut que quand vous posez votre doigt sur le macaron, il faut que la pâte n'adhère plus au doigt, en fait. Donc ça, c'est très important. Ça évite que les macarons craquent, justement. Après, c'est un peu technique, hein. C'est aussi pour ça qu'il y en a beaucoup qui essayent et qui n'y arrivent pas. Mais il y a aussi le côté matière sèche qu'il peut y avoir dans la coque. Par exemple, les macarons au chocolat, même chez nous, ont tendance à craquer parce que la température de la masse cacao qu'on va mettre dans le temps pour temps, il suffit qu'on soit 1-2 degrés près d'écart. Et en fait, on va avoir une partie des plaques où ça va craquer. Donc, nous, après, on les broie et on les réutilise dans notre temps pour temps. Et là, c'est pareil, il faut trouver le bon équilibre entre combien de poudre on utilise dedans et combien on met dans le temps pour temps. Pour le macaron, peut-être que c'est vraiment de la pâtisserie où les détails sont très importants. C'est au gras près, c'est la température, c'est... Pour moi, c'est tous les gâteaux qui sont comme ça, en fait. C'est pas le macaron en particulier. Parce que une chantilly, si vous mettez 12% de sucre ou 10% de sucre, vous n'avez pas le même résultat, vous n'avez pas la même tenue à la poche. Quand on est jeune, on commence par garnir les poches jusqu'en haut, mais en fait, il y a des gens qui ont les mains chaudes, qui chauffent la poche, donc du coup, arrivé à la fin, ça coule. Enfin, en fait, c'est une multitude de détails, mais comme la cuisine. Mais enfin, aujourd'hui, les cuisines dans les restaurants, les cuisiniers pèsent beaucoup aussi, parce que les gens qui viennent manger dans leur restaurant une fois, 2 fois, il faut qu'ils retrouvent la même cuisson, le même goût du jus. Autrefois, on allait peut-être moins au restaurant qu'aujourd'hui, enfin, en tout cas, il y a beaucoup plus de régularité dans tous les métiers de l'artisanat. Enfin, les maçons, dans tous les métiers de l'artisanat, il faut une rigueur et une régularité, une précision. Donc là, la ganache est finie. Donc on va la débarrasser dans un bac. On va la mettre au frigo juste pour lancer le refroidissement. Et après, on la sort, on peut la laisser sur le plan de travail refroidir. Moi, j'en ai fait une ce matin. Donc vous voyez, elle est là depuis ce matin. Et donc là, elle est prête à être utilisée. Mais je l'ai mis, j'ai dû la mettre une demi-heure au frigo et après je les ai mis sur le... Et là donc notre meringue... Ça, je peux le débarrasser au frigo pour... Donc là notre meringue a baissé en température. Le corps il est à 37, à peu près à 37 degrés, 37,5, notre corps humain. Donc du coup, avec la main, si ça vous brûle un peu, enfin si ça vous chauffe un peu, c'est là où vous pouvez toucher. Là on doit être à peu près, on ne doit pas être loin des 50 degrés là. Que c'est chaud mais c'est pas brûlant. C'est la petite technique. Puis après ça se voit aussi, enfin, là c'est pareil, il y a 30 ans d'expérience. Donc là j'ai mis donc, la poudre d'amande avec le sucre glace. Je rajoute aussi mon colorant. C'est du colorant en poudre? Oui, colorant alimentaire. Voilà. Donc après, dans les blancs d'œufs, là je ne l'ai pas fait parce que je savais qu'il n'y en avait pas besoin, mais on peut rajouter un petit peu de blanc sec qu'on doit pouvoir trouver dans le commerce. On trouve dans le commerce. Ça permet d'améliorer la tenue de la meringue parce que des fois les blancs d'œufs ils montent plus ou moins. Donc, mais c'est aussi par rapport à la quantité que vous faites, ça évite que ça retombe un peu. Donc, mais là je fais un peu de la dinette là, donc j'ai pas besoin. Alors on en est où? Là on est pas mal, on va encore 2 petites minutes et je vais l'arrêter et je vais mélanger mon temps pour temps avec le blanc d'œuf. Et aujourd'hui ça vous manque pas de faire des gâteaux? Pas du tout. Mais vraiment pas. J'aime tellement ce que je fais. Alors comment ça marche ça? Putain, j'aurais dû regarder avant. Ah oui. Ça? Non, c'est pour le... Ça va, t'es aussi doué que moi. C'est ça, les derrière machines apparemment. Oh, c'est... Pourquoi on n'a pas oui, KitchenAid? Parce que ce mec est sponsor, Mercotte. Pardon. Ça répond à ta question ou pas? Absolument.
Non, mais ils sont jolis, ils sont très jolis. Hein. Voilà. On peut reconnaître au moins cette qualité. Non, non, et les blancs, la meringue est bien montée. Donc, Bon, c'est bien. je suis pas rémunéré, hein, mais je. Non, mais vous voyez, si j'avais été encore dans le labo, je me serais entraîné avant. Mais là, j'ai. Hop, 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 hop. Alors. Donc Alors, là, qu'est-ce qu'on fait? là je mélange mon blanc d'œuf avec le temps pour temps. Donc, temps pour temps, c'est autant d'amandes que de sucre glace. Donc, Petite vitesse, du coup. oui, c'est juste un mélange. Et à la feuille. Oui, à la feuille, exactement. Bon, la feuille, c'est le fouet plat. La dame d'à côté, elle demande ce que c'est. Alors, je l'explique. Comment? La feuille, c'est le fouet plat. Oui, tout à fait. C'était pour la dame à côté de moi. D'accord. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main et on passe le micro. Donc là, je vais commencer à mélanger ma meringue dans le batteur. Juste, je vais mettre une corne. La corne, c'est la petite ustensile qui est là. Pourquoi? Pourquoi quoi? Vous mélangez donc d'abord une petite Bah, quantité. parce que si je mets tout au batteur, ça va faire retomber mon appareil. Et ce qui est important dans le macaron, c'est de garder quand même la légèreté de la meringue italienne. Donc c'est juste pour entamer mon mélange. On pourrait le faire à la main, mais en management, vous apprenez qu'il faut être feignant des fois. Il y a des bons feignants. Donc moi, je suis un peu feignant. Donc plutôt que travailler à la main comme ça, mais on fait comme ça aussi au laboratoire. Puis quand on en fait tous les jours des milliers. C'est ça, c'est ça. Et ensuite, vous allez rajouter progressivement. Ouais, après on va transvaser dans un cul de poule D'accord. et on va finir le mélange à la main. C'est une étape importante, ce mélange à la main. Exactement. On va faire ce qu'on appelle le macaronnage. Tac. C'est ça la feuille. Donc, important de si je bien- résume, c'est- on a monté notre meringue italienne, on a mélangé nos blancs d'œufs avec nos amandes, notre sucre glace, le c'est colorant. ça, le colorant. On a mis un petit peu de meringue avec ce mélange-là pour justement que la pâte soit un petit peu plus légère et homogène. Comme ça. Oui, c'est ça, c'est pour lancer le mélange des deux en fait. Parce que Voilà. sinon c'est un peu dur de le faire à la main. Des fois on a Voilà. tendance à un peu trop le travailler quand on le fait à la main. Et donc, on finit le tout à la main. C'est ça, tout à fait. Alors, racontez-nous justement ce mélange-là. Expliquez-nous qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Là, vous allez regarder, c'est plus la vidéo qui va parler que moi. Parce que c'est vraiment il n'y a pas de. Je ne peux pas vous dire il faut mélanger pendant 5 minutes parce que la force de chacun est différente, l'ustensile de chacun est différent. Donc c'est vraiment une texture qu'il faut rechercher. Donc il faut avoir un appareil à biscuit macaron qui soit où on a chassé une petite partie de l'air de la meringue, mais il faut quand même en garder un petit peu pour que quand ça lève, enfin quand ça cuit, on ait ce côté macaron. Donc toujours du milieu vers l'extérieur et on fait tourner le cul de poule ou la cuve. Donc bien corner votre maryse parce qu'il reste toujours un petit peu de pâte dure qui reste collée à l'ustensile. Et donc voilà, là, on voit bien que ça se mélange petit à petit. En plus, comme il y a des colorants, donc on voit bien la différence entre le jaune et puis le blanc. Donc des blancs d'œufs. Il y a une question là-bas au fond. Oui. Est-ce que on peut donner le micro à la dame? Merci. Bonjour à tous, bonjour chef. Bonjour. Je suis curieuse de savoir comment vous réutilisez la poudre des coques de macarons. En fait, on met 2%, on enlève 2% du temps pour temps qu'on rajoute par 2% du biscuit macaron. D'accord. Broyé, en fait, on le fait. Le macaron, il va sécher. Il est sec de toute façon parce que quand ça sort du four, c'est sec. Et en fait, on le mixe et on le rajoute on rajoute 2% et vous pouvez aller jusqu'à 5% dans votre temps pour temps. Ok.
Donc si vous faites un macaron rose, bah, il faut utiliser les coques roses. Si vous mettez du coque chocolat dans le macaron rose, ça va changer votre couleur de macaron, mais nous on met 2%. Et on dose comment le pourcentage? C'est en fonction de ce qu'on Ben, recherche? Non, en fait, si vous avez 1 kg de temps pour temps, ben, vous mettez 2% d'un kilo. Donc, Vous avez dit de 2% jusqu'à 5%. oui, après, ben, ça c'est... appréciation, chacun Non, fait. en fait, on a des couleurs, il y a certaines couleurs, comme je disais, le chocolat, c'est un macaron qui a beaucoup d'extraits secs. Donc, la poudre de biscuit, elle est beaucoup plus, enfin, c'est plus sec que le temps pour temps. Donc, du D'accord. coup, si vous mettez jusqu'à 5%, vous ramenez Ouais. trop de produits d'extrait sec dans votre macaron, du coup, vous allez avoir plus de craquelure. Oui, je comprends. Donc, ça dépend. Il y a des macarons, par exemple, le macaron café. Pour colorer le macaron café, on utilise un colorant liquide qui liquéfie notre temps pour temps. Donc lui, on peut aller jusqu'à 5%. Parce qu'en fait, il va boire le liquide, le colorant café liquide, il va boire le biscuit qu'on rajoute va boire le colorant liquide. Donc ça dépend. Après, Pierre Hermé, dans ses équipes de R&D, ils sont 3, ils font des essais tous les jours, 5 jours sur 7. Donc à la maison, c'est pareil. Avant de faire un rôti bien cuit, vous allez d'autres fois le rater. Donc là, on voit plus de, Merci. on voit encore quelques bulles ici. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais il y en a très peu en fait de petites bulles qui se créent. Et là, on voit que l'appareil il retombe et il se, je sais pas comment expliquer mieux que ça. Faut pas qu'il y ait de bulles, du coup. Oui, et puis là, en fait, le macaron, parce qu'on va le pocher, donc on va faire des petits macarons de 2,5-3 cm. Du coup, il faut quand même qu'ils puissent s'étaler un peu, parce qu'on va les taper pour enlever la petite pointe du moment où on le poche. Mais là, il est bon, là c'est... En fait, il faut qu'il Il coule, mais est à pas la trop. fois ferme et C'est à ça. la fois souple. C'est-à-dire que quand on lève là Oui. notre... voilà. Faut que ça c'est tombe, pas mais évident. pas trop, quoi. Faut pas que ce soit trop Mais liquide. c'est aussi pour ça qu'il faut venir les acheter chez nous. Donc c'est ça, en fait. C'est un peu comme quand on fait un glaçage. On mélange le sucre glace avec les blancs d'œufs. Et ben on a cette technique Mais- aussi pour savoir Oui, si puis c'est bien pris. mais c'est comme une mayonnaise, c'est aussi ça. à l'appréciation, à la fermeté que vous voulez. Donc là, j'ai fait une matrice, un chablon, que j'ai fait ce matin avec un stabilo et j'ai pris une douille et la douille et avec le dos de la douille que j'ai posé, j'ai fait le tour. Donc voilà, ça fait à peu près, ça fait ce qu'on appelle un chablon. Donc je pose ma feuille de papier cuisson et là on va pocher. Qu'est-ce qui fait, selon vous, la réussite d'un macaron? Quels sont les critères? Ouais, je pense que c'est important d'avoir justement l'osmose qui se crée entre la ganache et le biscuit macaron. Et puis après, quand vous venez acheter un macaron Mogador avec chocolat aux fruits de la passion, quand vous croquez dedans, vous sentez bien que c'est un chocolat au lait et fruits de la passion. Des fois, on vous dit c'est un macaron au cassis violette, vous sentez le cassis, mais vous ne sentez pas la violette. Donc il faut, à titre personnel, même en tant que client, si j'achète un chausson aux pommes, il faut qu'il ait goût à la pomme, quoi. Donc je pense que là, et puis après, c'est aussi les goûts et les couleurs de chacun. Aujourd'hui, les gens qui rentrent chez nous, ils achètent de facto l'Ispan parce que c'est le produit signature, mais celui qui est amateur de la vanille, il achète des macarons infiniment vanille. Et l'avantage du macaron, c'est que ça peut se décliner à toutes les saveurs. C'est aussi parce que le biscuit, c'est la même chose, sauf le chocolat et le café, où c'est le chocolat, c'est du cacao, de la pâte cacao qui va venir colorer le biscuit. Le café, c'est une pâte de café. Sinon, tout le reste, c'est du colorant qui a zéro goût. C'est-à-dire que vous pouvez manger une coque de biscuit macaron rose, verte, rouge. Donc, du coup, après, dedans, vous pouvez vous amuser et faire ce que vous voulez. C'est pour ça que l'imagination, elle a zéro limite. Donc là, on va pocher. Alors là, Donc, c'est je fais une toujours petite le boule. petit coup de main du professionnel. On parlait. Non. Et donc après ça, on les laisse reposer combien de temps? Ça, c'est comme le macaronnage. Je peux vous dire 10 minutes, mais si chez vous c'est très humide, ça suffira pas. Donc il faut vraiment toucher avec le doigt, il faut plus que ça colle. Donc là, vous voyez, si je touche, j'ai du biscuit macaron sur le doigt. Dans une demi-heure, ça collera plus. Donc moi, j'en ai déjà amené des cuites pour tricher un peu. Non, on dit jamais qu'on triche. Ici, c'est la magie du salon. Oui, Donc mais on les rentre et on ça, il y ressort a et des gens qui sont prêts. spécialistes pour jeter les trucs en l'air et que quand ça retombe, c'est déjà cuit, mais moi, je sais pas faire ça.
Enfin, en tout cas, c'est pas un truc signature de chez Pierre Hermé. D'autres questions dans le public? Non. Donc après la cuisson, on va enfourner à 168 degrés pendant 14-16 minutes. Ça dépend, encore une fois, c'est pareil, ça dépend les fours, ça dépend beaucoup de choses. Il y a des maisons où ils cuisent sur des fours à sol, donc où la chaleur vient par le sol, et du coup, ben, ils mettent sur 2 plaques noires. Donc ça, nous, on cuit sur four ventilé, donc le même que vous avez derrière moi, mais en grand. Ils sont rotatifs. Et on cuit, oui, encore une fois, suivant les saveurs, parce qu'il y a des coques, comme il y a un petit peu de liquide qui sont un peu plus liquides, on les cuit 16 à 18 minutes. Oui, là, le papier, il s'est relevé, donc on voit qu'on a un ballon de rugby. Et donc à la maison, donc c'est on met la ventilation? Oui. Ok. On a combien de goûts chez Pierre Hermé de macarons? Je ne saurais pas vous dire. Vraiment, on sort en moyenne une centaine de macarons par an, de saveurs différentes, parce qu'on a des exclusivités par pays. Donc là, je mets un petit peu de poudre de cacao. Et ça n'altère pas justement la coque Si on n'en met pas trop, non. Si on en met trop, oui. Comment? Si on n'en met pas... Ah, pardon. Je vous ai pas entendu. Ah, pour la cuisson. Parce Non. que ça altère. Non. Si vous en mettez trop, ça peut faire creuser un peu le macaron. Donc on saupoudre légèrement. C'est ça. Mais là, j'ai pris un truc de la maison pour faire les cocktails, donc c'est pas terrible. Normalement, on a des saupoudrettes. Et on peut mettre quoi sur un macaron à part du cacao en poudre? Bah, en fait, il faut faire attention à ce que vous y mettez. Le cacao poudre, c'est assez léger, donc ça vient pas déformer le macaron et puis ça met pas de poids sur la coque. Donc du coup, quand il cuit, ça a aucune, ça change rien. Par contre, attention, n'oubliez pas, on a aussi des sucres qu'on colore. On met des fleurs, on met des pinceaux, on met des coups de pinceau et du colorant. Donc là, je les tape un peu. Donc normalement, il y a des plaques noires, mais ça n'a pas été livré avec le four. Donc, on va laisser sur gris. Et donc, avec... Oh, la veste. Donc, vous voyez, il n'y a plus la petite pointe, comme il y avait ici, là, sur celui-là. Et donc on les laisse reposer. Exactement. Donc, là, il y a un petit jeune qui veut faire des macarons. Donc, tiens, je te donne ça. Vous pouvez les pocher derrière. Hop, tiens, je te donne ça. Et donc là, on va préparer les autres. Et nous, on va garnir. Là, il faut vous dire que comme sur les réseaux sociaux, tac, tour de magie. Voilà, donc on Voilà. sort les Et coques. ils sont prêtes. cuits. Voilà, les coques sont cuites. Donc voilà. Et là, on va faire la ganache. Cinq minutes. Ok. Qui a déjà goûté ce macaron Mogador? Levez la main. Il y en a quelques-uns. J'ai mes poches là-bas. Partons par là. Bon, bah, vous allez vous régaler alors après. Hein. Et tout au long du salon, vous allez voir, à chaque fois après les masterclass, vous pouvez venir goûter sur le pâtis classe aussi. Oui, il y a une dégustation qui est prévue derrière, mais attendez, je pose en partie mes poches. On cherche des poches à douille pour ceux qui gèrent ça. Ils sont partis les deux. Donc ça, c'est la ganache que vous avez faite Donc ça, ce matin. c'est la ganache que j'ai faite ce matin. Vous l'avez laissée donc pas au frigo, hein, l'air Je libre. l'ai mis au frigo une demi-heure et après, elle est là depuis ce matin. Ok, donc on voit qu'elle a bien tenu, elle est bien prise. C'est ça. Et on voit qu'elle est... Ça arrive? Super. Donc ce qui est aussi très important dans le macaron, c'est qu'on ne peut pas... Enfin, en tout cas, les macarons doivent maturer
24 heures au frigo. Encore une fois, suivant les macarons. Il y a des macarons, c'est 24 heures, des macarons, c'est 48 heures, enfin chez Pierre Hermé. Parce que le biscuit macaron, là, il est dur en fait. Et en fait, c'est la ganache qui va venir faire ramollir l'intérieur de la coque et créer l'osmose entre le biscuit macaron croustillant sur l'extérieur et le côté moelleux de l'intérieur. Donc on les fait, on les met au frigo, 24 Exactement. heures, on les mange le lendemain. Exactement, exactement. Et ça, c'est vraiment le process même chez Pierre Hermé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si on fait 100 000 macarons, tous les macarons maturent minimum 24 heures et d'autres certains 48 heures. Les caramels, les huiles d'olive, ils ont besoin de plus de temps de maturation parce que la ganache est plus sèche. Du coup, hop, merci. La ganache est plus sèche. La ganache est plus sèche, donc du coup, ça met plus de temps à remouiller en fait. Donc là, on met dans notre poche à dos une autre petite ganache à la passion. Hop. Et on poche. Exactement. En termes de quantité, vous... Il faut bien remplir le milieu. Donc on est entre 5 et 10 grammes. Entre 8 et 10 grammes, pardon. C'est plus précis. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra, on ne met pas jusqu'au bord. Hein, on Non. laisse bien au milieu la ganache. Et après, on peut aussi mettre, on a certains macarons, il y a une inclusion à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on peut venir mettre, on aurait pu mettre une petite gelée de passion au milieu en plus. Et ça change... Ça amène quelque chose de différent en dégustation. Enfin, c'est un autre, on en a un. Et Ça, c'est le macaron Mogador classique et on a le macaron Mogador 2.0 où c'est une ganache chocolat blanc aux fruits de la passion avec un insert passion dedans. Et ça change c'est très par différent. par rapport surtout à la coque, la texture. Enfin, vous disiez qu'il faut laisser plus longtemps. Non, ça change pas. En fait, l'insert, il est toujours isolé dans la ganache. Donc, du coup, il touche pas il touche pas la coque. Donc là, on le En fait, pocherait on au viendrait milieu. l'appuyer. Donc, du coup, il y aurait la ganache en dessous et la ganache au-dessus. On le pocherait en fait après, là, dans... Ouais, on pourrait avoir une petite poche avec un coulis avec un tout petit trou et venir dedans. Donc, nous, on le fait. C'est mécanisé chez nous. On a une machine qui a une double douille. Donc, il vient pocher la grosse douille et après, il y a une petite douille à l'intérieur qui poche l'intérieur avec le coulis. Par exemple, l'Ispan, c'est une ganache litchi avec une gelée framboise au milieu. D'accord. Hop, hop. Arrêtez là. Et là, on prend la coque du dessus. Alors, je vous le fais comme vous faites à la maison. Hein. Nous, doutez bien que... Et on vient appuyer pour avoir la ganache qui vient jusqu'au bord. Et là, on a les macarons parfaits. Parfait. Je sais pas, vous me direz une fois que vous les aurez goûtés, mais a priori, oui. Et tous nos macarons, enfin, je sais pas, je vends pas du rêve, hein, je vous mens pas. Tous les macarons sont fermés comme je suis en train de le faire là. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, on a des équipes, c'est la plus grosse sur le macaron. Pour faire 100 000 macarons, ils sont 23 personnes et 18 personnes sont liées juste pour la fermeture des macarons. Donc, chaque jour, il y a combien de macarons qui sont 100 envoyés 000 macarons, Par jour 98 500 pour Par être jour. précis. C'est incroyable. Hein. Donc vous voyez que moi j'ai moins l'habitude que ceux qui le font, parce que je vais moins vite. Bon, déjà, on les retourne pas, enfin moi je les ai retournés pour la démo, mais ils sont retournés dans des alvéoles, donc l'alvéole, dans comme des petites caissettes qui maintiennent la coque du dessous, et le dessus ils sont pas retournés, donc on les prend et on vient. Ouais, c'est-à-dire que moi, là tout de suite, si c'est ma journée d'essai, ils me gardent pas. Enfin, je les garde pas. Ah, mais c'est sûr qu'il faut être rapide hein, pour sortir presque 100 000 macarons par jour. Comment Je sais pas, dites-nous. Dans des grandes maisons comme ça. Si, bien sûr, tout le monde peut venir travailler chez nous. Il faut juste avoir envie. Exactement. Et sinon, vous revenez, vous repostulez.
Super. Voilà. Merci beaucoup pour tous ces conseils.